Hannibal Rican, le premier roman de Paul Tavot, publié en 2015, ne risque d'être plébiscité ni par les amateurs du romanesque, ni par les militants de l'autotélisme. Les longueurs y contrastent avec une certaine pauvreté diégétique et la structure du livre, singulièrement bigarrée, ne facilite pas l'adhésion du lecteur. Le récit y alterne en effet avec des poèmes et surtout avec d'interminables dialogues entre les deux moi du héros. Si la substance narrative est relativement pauvre dans ce roman de plus de 500 pages, c'est que la déconstruction des discours dominants ainsi que la dénonciation politique et sociale y occupent une place centrale et revendiquée dès les premières pages. Le problème social et politique à la fois, c'est essentiellement celui de la jeunesse urbaine marginalisée de Port Vila, que William Mea Culpa, le héros du livre, ne représente qu'imparfaitement, mais dont il se fait le porte-parole et parfois le panégyriste. Le sort de ces exclus du système, que j'évoquerai dans un premier temps, est étroitement lié dans le roman à la mondialisation et au système capitaliste dont la critique mérite d'être ensuite examinée. Enfin, il est impossible d'aborder Quand le cannibale ricane sans interroger ses partis pris esthétiques. Donc, voici mon plan, mais cela dit, vu le temps qui nous est imparti, ma présentation sera forcément squelettique. Pour mieux cerner la spécificité du roman de Paul Tavot, j'aimerais comparer l'évocation d'une certaine jeunesse marginalisée dans Hombo, transcription d'une biographie de Chantal Spitz, et dans Quand le cannibale ricane du romancier Ni Vanuatu. Il y a en effet des points communs significatifs. Dans ces deux œuvres, les jeunes plus ou moins désœuvrés, rebelles et violents, qui vivent en marge de la société et s'adonnent aux drogues, font l'objet d'une désignation spécifique qui n'est pas lexicalisée. Ce sont les Hombo chez Chantal Spitz et les SPR pour Sperim Public Road, c'est-à-dire ceux qui traînent dans les rues chez Paul Tavot. Dans les deux cas, la fiction propose des éléments de réflexion critique sur la situation de ces jeunes et les causes de leur exclusion. Dans les deux cas, cette forme de théorisation sociologique va de pair avec une mise en cause de la colonisation. Chantal Spitz a raconté la genèse de son roman, qui est le fruit d'une véritable enquête auprès d'un groupe de jeunes de Huahine qu'elle a interrogé pendant de longs mois. Elle souhaitait rendre compte d'un changement précisément daté, intervenu avec l'irruption de la modernité à Huahine dans les années 70-80. C'est alors que les jeunes Taure-Area, c'est-à-dire les jeunes pendant la période d'instabilité qui précède l'âge adulte, c'est l'Académie qui donne ce sens, découvrent les chants de sirènes des dernières modes occidentales et ne veulent plus ressembler à leurs aînés. Les Taure-Area abolissent aujourd'hui les repères ancestraux. Ils sont désormais Hombo, nouveau mot pour une nouvelle réalité, jeunes gens à la lisière de la société que la société renie. Selon Chantal Spitz, le destin des jeunes qu'elle évoque dans son roman est la conséquence de l'apparition à Huahine d'un mode de vie occidental qui exerçait une fascination sur les Hombo tout en suscitant le rejet des anciens du village. Les générations ultérieures de jeunes n'auraient pas connu le même problème du fait de la banalisation des nouveaux modèles importés et d'un changement des mentalités. C'est là une première différence de taille avec l'univers de Paul Tavot. Dans Quand le cannibale ricane, la marginalisation des SPR perdure. C'est le sort actuel de la jeunesse désœuvrée de Port Vila qui cherche vainement dans la drogue une issue à son manque d'avenir et, misérable, n'hésite pas à voler pour survivre et à adhérer aux gangs des quartiers de la ville. Dans la capitale du Vanuatu, William est régulièrement confronté à la violence urbaine. Sans amour dans sa vie, en manque de racines, il souffre d'ennui et sombre progressivement dans l'alcoolisme. Il décide alors de retourner chez ses parents à la Map, sur l'île de Malekula, pour retrouver ses sources mélanésiennes. Il y demeure quelques années pour réapprendre les gestes coutumiers, la pratique d'une agriculture et d'une pêche de subsistance,
mais doit finalement repartir à Port Vila à la demande de son père pour y gagner de l'argent pour sa famille démunie. Enfin réconcilié avec lui-même, il est prêt à mieux affronter la vie aliénante de la ville. Parallèlement à ce parcours initiatique un peu frêle, se déroule essentiellement dans les dialogues entre Will et Yam, les deux moi du personnage principal, le procès de tous les maux qui accablent le Vanuatu. Sont ainsi mis en cause le néocolonialisme, les effets du capitalisme et de la mondialisation, la modernité et l'idéologie du progrès, la violence, notamment envers les femmes, l'acculturation due à l'école et la religion importée. Mais ces discours multiples visent particulièrement la défense et illustration des SPR. Je dois me contenter d'en citer un seul exemple. Dans un dialogue entre Will et Yam, vers la fin du livre, Yam introduit une distinction entre deux groupes de SPR. Dans le genre SPR, il y a deux catégories. D'un côté, nous avons celui qui le devient volontairement, consciemment poussé par sa détermination à vivre hors du système. Puis de l'autre, nous avons celui qui est généralement jeune et qui le devient par contrainte. Dans la majorité des cas, ce sont des jeunes qui ont mis fin à leur scolarité très tôt, primaire, collège, lycée, pour des raisons diverses, et notamment de non-règlement des frais de scolarité par les parents, désarmés financièrement. La référence aux frais de scolarité montre bien qu'en dernier ressort, ce sont les inégalités économiques qui prédestinent une partie de la jeunesse à quitter le système scolaire sans diplôme et à devenir SPR. La pauvreté, voire la misère, n'affecte pas de la même façon les Hombo et les SPR. Certes, Ehu, le héros du roman de Chantal Spitz, est confronté à l'école de la ville aux enfants qui portent des vêtements neufs. Mais, dit le texte, dans sa classe, heureusement, ils sont tous semblables. Après avoir construit leur faré, Ehu et son ami Tane ne semblent pas avoir de difficultés pour se faire embaucher comme manœuvre à tout faire au chantier de l'hôtel qui se construit au bout du Motu. Les écarts de revenus et l'injustice sociale qui vouent de vastes pans de la jeunesse de Port Vila à l'exclusion liée au chômage ne sont donc pas responsables pour le destin des Hombo, davantage victimes d'un décalage entre leurs modèles culturels importés et leur environnement social que d'un problème structurel. Dans le roman de Paul Tavo, les inégalités sont en revanche un fléau constamment dénoncé et les problèmes économiques représentent un leitmotiv de l'œuvre. Plus d'une fois, en effet, les effets néfastes de l'économie néolibérale sont mis en cause dans le Cannibal ricane. Si le narrateur observe que la violence est dans le cœur même de l'humanité, il établit un lien très clair avec le modèle économique que l'Occident a imposé aux sociétés du Sud. L'abus de violence est condamnable, mais il est partout la norme de la société capitaliste, dit le texte. Davantage encore que le narrateur, William fait le procès, dans ses longs monologues intérieurs, de la société marchande. Il fustige systématiquement le nouveau dictateur, le profit, et la minorité possédante, ce sont les termes du texte qui en bénéficient. Mais cette minorité possédante ne s'incarne jamais dans des personnages, dans des acteurs concrets. Ce caractère abstrait est, à mon sens, un problème majeur de l'œuvre. William est aussi particulièrement sévère avec la mondialisation que beaucoup de ses concitoyens considèrent comme une panacée. Le mondialisme est la nouvelle politique économique, capitaliste, libertaire que met en place l'Occident pour étendre et maintenir son empire sur les quatre coins de la planète. Le retour de William à la map symbolise l'opposition traditionnelle entre villes et campagnes, et surtout le retour à la terre, qui revêt une importance particulière pour Paul Tavo et son double romanesque. Le roman valorise en effet l'agriculture traditionnelle,
qui n'est possible qu'à l'écart des villes. Vers la fin du roman, William développe l'opposition entre citadins et villageois qui ont la chance de pouvoir jardiner. Ces réflexions sur le travail prennent alors des couleurs marxistes. Le villageois ne connaît pas la frustration. Par contre, le citadin est essentiellement un être de frustration. Cette frustration est le résultat direct de la conception pervertie du travail qui consiste à recevoir de l'argent contre l'œuvre qu'il a réalisée. Plus on avance vers la multiplication des intermédiaires entre l'homme et le produit de son travail, plus la frustration grossit, s'enfle et devient en fin de compte dangereuse puisque difficilement contrôlable et canalisable. Dans les villages, nous avons encore la chance d'avoir une relation directe avec les produits de notre travail. Le problème de ces sociétés capitalistes, c'est l'accroissement des agents, des entremises entre le travailleur, l'ouvrier et le produit de son art, de son travail. Le retour à la nature, à la terre et à ses produits, prôné par Paul Tavot et ses doubles fictionnels, n'est pas à la portée de tout le monde. Le sort de William lui-même montre qu'on n'échappe pas aussi facilement à la dictature de l'argent, puisque le héros du livre doit retourner à Port-Vila à la demande de son père pour subvenir aux besoins des siens. Il nous reste à étudier l'éthos de l'écriture selon Paul Tavot. Dans un entretien, le romancier se réclame de Sartre pour défendre une fonction sociale de la littérature qui, dit-il, doit viser le changement des mentalités. J'appelle cette écriture de la révolte une écriture morsure, dit-il. Une écriture qui mord, pique, égratigne la conscience et la réveille de son endormissement. C'est exactement l'idée que prône Yam dans l'un de ses dialogues avec Will. Tu vois, Will, dans un tel monde où plus rien ou presque ne va plus, l'œuvre d'art se doit de contribuer à l'éveil de la conscience. Elle doit réveiller de l'endormissement, elle doit bousculer les certitudes. Elle ne doit surtout pas être une main qui caresse, ni un somnifère, ni un assommoir, mais une morsure qui ranime l'esprit, une épée qui transperce l'illusion et dévoile le mensonge. Plus loin dans le roman, William semble toutefois nuancer la conception de l'œuvre d'art comme morsure. Il évoque un chien noir qui aboierait dans sa tête face à l'injustice. L'aboiement, dit-il, dérange plus que la morsure et est donc plus efficace en ce sens. La morsure peut tuer et ce n'est pas là mon but. L'aboiement contrarie, bouscule, embête, importune, brise le silence, secoue le confort oublieux et réveille de l'endormissement. C'est là que l'aboiement se révèle plus efficace que la morsure parce qu'il est pacifique. L'œuvre d'art doit-elle mordre ou aboyer ? Il s'agit, dans Le Cannibale ricane, d'une hésitation passablement révélatrice d'une faille du roman. Qu'est-ce qu'une œuvre qui aboie ? Sinon un texte où la harangue, l'homélie, le discours moralisateur ou idéologique l'emporte sur la symbolisation propre à la fiction, où il n'y a pas d'énigme, mais une doctrine martelée page après page, où les voix de l'auteur, du narrateur, du personnage principal et de son moi rebelle Yam profèrent toutes un seul et même message. Qu'est-ce qu'une œuvre qui mord ? Sinon une fiction qui nous bouleverse par ses sortilèges propres, qui nous oblige à nous remettre en question sans jamais se réduire à un énoncé, sans jamais dévoiler entièrement le secret qui la fonde. Paul Tavot ne l'ignore pas, puisqu'il fait dire à Yam « L'art ne fait que suggérer, jamais il ne dévoile véritablement, et c'est dans cette suggestion que trouve son origine la fascination qu'il exerce. » Malheureusement, l'auteur a négligé ce principe esthétique et sous-estimé ce que La Fontaine
dans une fable éponyme, appelait le pouvoir des fables. Je vous remercie.